Eh oui, c'est parti. Allez, générique. Je te le mets. Je te le mets quand même. Je sais pas si on va l'entendre bien. Eh, il y a celle-là qui est mieux. Bon, j'espère qu'on l'entend bien, mais ça souligne toute la gravité de la situation. Ça, c'est la meilleure partie du morceau, hein, je trouve. Plus que quelques semaines avant le grand reset. Guerre mondiale. C'est là qu'on en est. Aujourd'hui, je vais parler de deux articles. Mais avant, j'ai quand même fait un truc sympa qui s'appelle un peu comme Thinkerview le dit, il faut pas hésiter, il faut y aller à fond, il faut rentrer dans l'art en quelque sorte. Non, c'est pas ce qu'il a dit texto. Lui, il a dit texto, posez vos questions, allez vers les gens, soyez incisifs, voilà quoi, soyez actifs. Donc j'ai posé ces questions à Marine Le Pen, quatre questions, et j'ai souhaité qu'elle me réponde, mais j'ai dit surtout support, comme tu veux, mais si tu veux, tu peux le faire aussi sur Thinkerview, parce que lui-même, il a demandé à faire un entretien, donc du coup, j'ai transféré ces questions à Thinkerview. Euh, ça porte principalement sur la situation géostratégique internationale, et ce sont des questions... parce qu'elle a souvent demandé, en fait, de pouvoir parler à un haut niveau, et donc ça, elle peut pas le faire dans les médias, évidemment, elle peut pas le faire avec les politiciens actuels non plus. À un moment donné, il faut bien qu'elle s'exprime sur les questions de stratégie, de géopolitique, etc. Et vraiment des questions extrêmement importantes. Tu vois, et là j'ai commencé par, je fais partie des électeurs qui n'auraient jamais, mais jamais, putain de voter, en aucune circonstance, et par principe. En tout cas pour Le Pen, et aujourd'hui je suis acculé à choisir le moins pire. À cette occasion, j'ai surmonté mes préjugés. J'ai surmonté mes préjugés. Et là, c'est quand même fatal. Pour un parti qui est basé sur les préjugés racistes, il a fallu quand même ne pas appliquer sur eux ce que eux veulent appliquer sur les autres. Et donc, pour se rendre compte finalement euh, que bah, j'ai découvert un programme très proche de celui de Mélenchon, notamment sur plein de plans sociaux. Enfin, ça s'appelle pas un plan social, mais bon, ce sont des plans et c'est le plan social. Voilà. Que pouvez-vous alors c'est la question, hein, que pouvez-vous dire là-dessus et que pouvez-vous dire sur les préjugés en termes généraux? Ça, c'était ma question subsidiaire parce que euh, c'est vraiment une question importante. Elle en souffre et son parti n'est pas le FN, c'est le RN, c'est une suite. C'est même pas une suite, c'est une évolution et ça incorpore le fait que non, non, il n'est pas du tout question de racisme. Même si elle a une base qui provient du FN, je suis sûr que, enfin, j'aime à espérer que le but c'est quand même pas ça. Euh, donc de toute manière, je sais qu'il y a plein de gens qui votent pour Le Pen juste par idéologie raciste. Mais ils sont pas méchants, ils ont juste, ils ont, ils ont juste jamais rien vu. Enfin, je sais pas quoi. Chacun a son niveau de culture et de compréhension et de toute manière, tout est respectable. À partir du moment où ils vont pas commettre des délits, on a des lois pour ça. Et puis aussi, de la même manière que pour Trump, quand il est arrivé, ces délits racistes ne sont même pas passés. Ça n'a eu aucune suite, quasiment. Il a voulu construire ah oui, il y a eu des problèmes avec les Mexicains, ok, d'accord. Mais bon, voilà quoi. La question, c'est pas ça. La question, c'est la politique de Macron est entièrement adossée à celle de l'UE. Aux États-Unis, à Davos, et a pour finalité de vider les États de leur substance en pratiquant l'ingérence sur les autres pays, et encore plus que ça, aussi bien dans l'émission, dans la vie privée, parce qu'on a vu que les familles étaient divisées, les gens étaient divisés, et même carrément l'intrusion en termes généraux. Ça, c'est la politique de Davos, c'est l'intrusion dans le corps en mettant des vaccins, et dans les esprits en mettant du poison, des mensonges.
Alors, dites-moi pourquoi ce ne serait pas votre cas. Quelle est votre position par rapport à la crise sanitaire? Enfin, comment vous auriez réagi? Euh, Est-ce que vous allez forcer tout le monde, etc. Et la question subsidiaire, c'est la question la plus importante, c'est comment l'autodétermination peut-elle s'intégrer dans le contexte des relations internationales? Ça, c'est une question super vaste, parce que ça permet d'ouvrir sur le contre-coup, sur ce qui permet de s'opposer à la politique de Davos. Parce que on a d'une part le nouvel ordre mondial, c'est les États-Unis et l'Europe, c'est l'ancien ordre, qui n'est pas un ordre, qui n'est pas nouveau et qui n'est pas mondial. Et on a d'autre part l'ordre mondial multipolaire. L'ordre mondial multipolaire est fondé sur l'autodétermination des peuples. Et son objectif est euh, d'assumer le fait que les pays puissent être autodéterminés. Il y a des fondements à ça, etc. Je ne vais pas répondre à sa place, mais je donne en gros les points importants sur lesquels il faut s'appuyer, parce que c'est ça la question, c'est la question la plus importante. Ensuite, pour parler franchement, deuxième question, ou troisième, la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. N'a pas attaqué l'Ukraine. Mais elle s'est défendue contre une prolifération nazie. Véritablement, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter des centaines de fois. Poutine, on lui repose les questions à toutes les interviews, et à chaque fois il dit « Je vous l'ai dit dans mon discours du 24 février ». Il n'y a que ça à savoir et à retenir. Et cette prolifération nazie est soutenue et financée par l'Union européenne, qui fait ça avec les impôts des gens. Et on leur envoie des tonnes et des tonnes d'armes, des milliards et des milliards de dollars d'armes, pour tout en fait. Et aussi des camps d'entraînement, de l'école hitlérienne, où il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont endoctrinés par l'idéologie nazie. C'est ça, hein, c'est là qu'on en est. Donc le conflit a engendré ensuite, par rebond et par contre-sanction, un nouveau système économique alternatif. Ça, c'est la surprise du chef. C'est là-dessus qu'on va travailler après. Et en sortant de l'OTAN, parce que c'est son objectif, est-ce que c'est ça véritablement l'objectif que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment vous rallier à l'alliance des non-alignés, vous opposer à l'UE, à Davos, aux États-Unis, et entrer dans une nouvelle phase complètement différente de la construction des relations internationales? Et aussi, au final, combattre le nazisme. Là, retournement de situation, ça veut dire on a le parti raciste qui s'appelle comme ça, qui va combattre le nazisme, en tout cas qui s'y oppose. Et on a en face l'UE qui prétend être social-démocrate et qui est fondamentalement nazi dans sa pratique, dans les faits, dans ses mensonges et dans ses financements. Donc, c'est ça, vous allez combattre le nazisme, vraiment. Et enfin, la question c'est d'éviter l'effondrement économique planifié. J'ai bien mis planifié parce qu'il est planifié. Ils chronomètrent à quel moment il va avoir lieu, ils attendent le meilleur moment pour le lancer. Et c'est ce qui nous pend au nez là, parce qu'on est en plein dedans. Les ressources vont être coupées, il n'y aura plus de gaz, plus d'énergie, plus de circulation des transports, des denrées, les prix vont monter en flèche, on aura une inflation à 2 chiffres, à 3 chiffres, peut-être même à 4 chiffres, qui sait. Ça va être phénoménal. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est, on le verra après, de sortir de l'OTAN. Donc est-ce que c'est ça que vous avez compris aussi? Est-ce que c'est votre idée? Donc voilà, les gens ignorent tout ça. Ils ignorent ce qui est le plus décisif dans la prise de décision. Et enfin, quatrième question, beaucoup de gens pensent que le RIC est juste une promesse électorale. Ils disent ouais mais non, mais elle dit ça pour se faire mousser, mais elle le fera jamais, et puis en plus t'es bidon d'y croire. Alors voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le RIC? Quelle est sa valeur, sa substance, en quoi ça vous a intéressé cette idée, comment c'est venu? Je ne vais pas en rajouter d'autres, des questions, mais bon, quand est-ce qu'il sera mis en place? Est-ce que vraiment ce sera le même RIC que celui qu'on s'imagine? On pourra voter les lois, s'opposer aux lois qui sont déjà votées? Est-ce qu'on pourra déclencher une nouvelle constituante? Voilà, ça c'est la question. Réformer la Constitution de façon à ce qu'elle soit véritablement capable de prendre en compte
les besoins des gens et surtout, euh, euh, leur intérêt. C'est la question, c'est et vous, votre intérêt. Est-ce que vous avez réellement besoin, personnellement, que les citoyens deviennent proactifs en politique? Est-ce que vous allez peut-être pas changer d'avis à la dernière seconde? Voilà, ça c'est mes questions. N'est-ce pas, hein? Aujourd'hui, on va voir. Plus que quelques semaines avant le grand reset. Article de Boris Gunadevich Karpov. Tu veux savoir qui est le monsieur, tu cliques le lien et tu suis ce que dit le monsieur. Et tu vas voir que c'est pas... voilà quoi, c'est quelqu'un. Ouais, bon, en réalité, je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais j'ai lu ses articles et je peux dire qu'à chaque fois c'était aussi fameux que ça. C'est simplement dans le contenu qu'on peut savoir qui sont les gens et voilà quoi. La question, le fameux grand reset prôné par Schwab et les dirigeants occidentaux ayant capoté avec l'opération Covid. Alors ça c'est discutable, hein. En fait l'opération Covid est venue pour combler le fait que l'opération crash économique est lui-même capoté à cause de SolarWind. Ça, personne s'en est rendu compte, mais ça va, nous on est au courant, donc on est content. Donc on a eu crash économique, puis SolarWind, donc non crash économique, donc Covid. Ça c'était la séquence des événements, mais comme je vous le dis encore, hein, personne n'est au courant de l'histoire. C'est important parce que SolarWinds, quand même, c'est le hacking le plus phénoménal qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité et qui n'existera plus jamais ensuite parce que c'est au-delà de la compréhension de tout le monde. C'est extraterrestre. Et c'est extraterrestre. Vraiment. Donc, en réponse, ils ont lancé l'opération Covid. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, il ajoute il est nécessaire de trouver un autre vecteur pour mettre en œuvre donc le plan du grand reset. Faute de quoi l'économie occidentale s'effondrera. Ben, disons que en fait le plan c'est l'effondrement, mais bon. Ce vecteur sera la troisième guerre mondiale et c'est pourquoi les États-Unis et l'Europe augmentent constamment les enjeux de la guerre en Ukraine et piquent de plus en plus l'ours russe. Donc on voit que tout aussi bon analyste qu'il puisse être, il n'a pas non plus toutes les informations que nous avons parce que nous sommes des bêtes de scène à ce stade, mais il essaye quand même de relier les points entre eux. Donc c'est pas grave hein, s'il y a des petites alternations, on va dire alternativités, on va dire ouais ok. Altération c'est bien, ouais. Altération c'est bien. À son jugement, mais c'est pas grave. Ce qui est important c'est ce qu'il va dire après. Bon, l'analyste fait état d'une crise sans précédent causée par, selon lui, la destruction délibérée de l'économie mondiale aux mains de l'administration de Joe Biden. Alors j'avais envoyé un email à Thierry Messan pour lui dire vous avez déjà vu l'effondrement du World Trade Center. Vous allez assister maintenant à l'effondrement planifié, tout aussi bien que le premier, de toute l'économie mondiale. Je l'ai envoyé ça il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, pour le prévenir. Oh, c'est juste au cas où j'ai raison, comme ça j'ai l'air intelligent, quoi, c'est tout. Euh, donc il arrive, l'économie, il n'y aura pas de retour en arrière, l'économie, on est sûr, l'économiste en question, c'est lui là, Armstrong, qui dit l'Europe ne s'en sort pas, depuis 2014 elle est assise sur des taux d'intérêt négatifs, tous ses fonds de pension ont été détruits, c'est-à-dire vos retraites. Donc la privatisation des retraites conduit effectivement à la fin à les ruiner. La stimulation d'une telle économie est impossible. Ça c'est donc Armstrong. Donc il explique que cet économiste a compris qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Le système s'effondre de l'intérieur, c'est comme la chute de Rome, ok. On l'a vu pourquoi aux épisodes précédents, hein, c'est notre fameux... où est-ce qu'il est? Ah tiens, il est pas relié à ça lui. Notre fameux... Attends, je vais te le sortir. Dans l'article qu'on va voir après, annulation des réserves russes revient en boomerang sous forme d'un nouveau système monétaire international. La Russie revient à l'étalon or, la fin du pétrodollar. Donc on est dans le contexte de la fin du pétrodollar. Donc de toute manière, c'est ça qui arrive. L'OTAN et l'UE essaient délibérément de pousser l'ours et ne font
qu'augmenter la pression avec la Russie. Tout se répète, ok, malheureusement nous nous dirigeons vers la guerre, ok. Attends, je vais te sortir le moment où il dit la chose. Hormis le fait qu'il conseille de s'approvisionner en vivres pendant 2 ans, alors là, c'est difficile quand même, 2 ans, mais bon, 2 mois c'est bien, c'est le minimum. C'est là qu'il dit son truc. Nous partageons cette prévision. Elle explique les actions suicidaires de l'Europe et des États-Unis. Alors du coup, tiens, je t'ai pas mis ça, ben, je vais te le mettre. Parce que les actions suicidaires, t'es obligé d'en parler, ça s'appelle le suicide de l'Occident. Donc tu auras le lien ici, suicide de l'Occident, et tu pourras suivre le phénomène. C'est donc quelque chose que beaucoup de monde a constaté. Pourquoi ce suicide de l'Occident? Il y a forcément une raison. En fait, ma théorie à moi, c'est que de toute façon, tout le monde, enfin, à tous les niveaux hiérarchiques, chacun met un gun sur la tempe de l'autre. Et à chaque fois, les gens ils sont forcés d'agir comme ils font, parce que tout en haut de l'échelle, à un niveau que personne ne connaît et personne ne comprend, et qui est inaccessible à toute investigation, à ce niveau-là, il y a encore des guns sur la tête. Donc, c'est ça la situation. Il faut bien comprendre que s'ils ont des actions irrationnelles et destructrices, en termes généraux, c'est forcément pas normal. Hein. Donc il faut réfléchir aussi. Si les gens mentent, c'est qu'il y a un problème. Si les médias mentent de façon concertée, c'est qu'il y a un gros problème. C'est quand même assez évident. Faut pas se demander, mais oui, mais c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. On s'en fout. Ils mentent, donc, et de concert, ils mentent, donc c'est un problème. Et là, ils commettent un suicide de l'Occident, et donc il y a un gros problème. Donc là, il fait un petit retour sur ce qui s'est passé au préalable. L'avantage de ces articles, c'est qu'ils permettent de prendre les choses en repartant d'un certain point de l'arborescence des événements. Comme ça, ils montent étage par étage. Et donc là, le stade, c'est à Moscou. Les sénateurs sont sur le point de voter des lois imposant la destruction des armes livrées à l'Ukraine, où qu'elles se trouvent, parce qu'elles sont déjà détruites quand elles sont livrées à l'Ukraine, aussitôt qu'elles arrivent. Mais maintenant, c'est où qu'elles se trouvent. Donc, ce qui peut signifier des frappes sur les entrepôts et les convois d'armes destinés à l'Ukraine avant même qu'elles n'arrivent, dès qu'elles partent ou qu'elles sont en vol. Ce qui constitue un no-fly zone de facto, comme le dit Antelika, je l'ai vu tout à l'heure. C'est très bonne analyse, donc c'est son idée. C'est vrai que c'est ça, c'est eux du coup qui imposent la zone de non-survol de l'Ukraine et même de la zone environnante. Et en d'autres termes, des frappes hors d'Ukraine, donc dans les pays de l'OTAN, donc en Europe. Donc il va le dire après, d'une guerre mondiale. Et l'intérêt, la définition, la façon dont se concrétise une guerre mondiale à notre époque, c'est un autre signal est une déclaration des Américains prétendant que la Russie envisage l'usage d'armes nucléaires en Ukraine. En Russie, ceci est interprété comme une déclaration que les États-Unis pourraient, pour éviter, lancer des frappes préventives contre la Russie. Parce que c'est connu, les Américains, ils ont prévu de lancer des frappes préventives. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils veulent... ils ont une mentalité qui est de mettre les hypothèses au même niveau que les réalités. Donc, ils peuvent être dans un délire total. C'est suffisant pour lancer une attaque. Et ça, c'est une énorme erreur. Mais les Russes en sont informés, ont bien compris leur façon de fonctionner. Et ils savent qu'ils vont agir de façon préventive. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont agir de façon préventive. Et si la Russie est persuadée de ceci, que fera-t-elle? Elle anticipera, tout comme elle a anticipé l'attaque ukrainienne contre les républiques de Donetsk et de Lugansk. Il est de toute manière évident qu'en cas d'attaque de l'OTAN, et donc des États-Unis, contre la Russie, celle-ci sera forcée d'employer tous les moyens possibles pour se défendre. C'est-à-dire Satan. Satan, c'est le nom de la plus grosse bombe nucléaire jamais construite par l'être humain. Elle peut raser 1000 km², 1000 km de diamètre, pardon. Donc un pays comme la France, en large, totalement, en faire un cratère géant.
C'est ça, hein. Là on parle de ça en ce moment. Remplacer la France par un cratère désolé. Est-ce que ça vous intéresse? Vous votez oui ou vous votez non? Alors les mecs ils sont dans la rue, oui, il faut voter oui. Quelle bande de sales connards. J'ai presque envie de pleurer. Il s'avère que le... les mois, voire les semaines qui arrivent, le conflit en Ukraine pourrait se transformer en un affrontement direct entre les forces armées russes et les unités de l'OTAN. Alors, entre parenthèses, je sais qu'on est au courant aussi que toute initiative nucléaire aboutirait à un résultat dont nous nous réservons la description, mais qui, en tout état de cause, mettra fin à tout. Mais pas de la manière qu'on croit, mais de toute manière, ça mettra fin à tout. Appuyer sur le bouton rouge, c'est déclarer forfait. De facto, c'est ça qui se passera. Et là, de toute façon, vous ne serez pas content. Hein. De toute manière, faudrait y passer. Alors, avant d'en arriver là, de toute manière, cette tentative est vouée à l'échec. L'économie occidentale, Europe, enfin États-Unis y compris, est entièrement détruite par les frappes russes. Ce grand reset rêvé par les fous de Davos aura bien lieu. Le monde entier aura été ravagé et renvoyé à l'âge de pierre. En fait, lui, il a mal compris. Le plan de Davos, c'est quand même de garder la limite active des gens en service pour qu'ils puissent servir quand même de justification à leurs actions. Donc ils ont besoin qu'ils soient au minimum vivants, mais à peine vivants, hein, pas plus que ça, de façon à pour être les élites d'un peuple. Il leur faut un peuple pour être des élites. Donc leur but, c'est pas la destruction totale, c'est la souffrance maximale, leur but. Donc c'est ça la nuance. Donc les très faibles chances d'éviter ceci, que l'Europe et les États-Unis changent radicalement. Donc non, je relis la phrase, tu vas voir. Donc les chances très faibles d'éviter ceci seraient que l'Europe et les États-Unis changent radicalement de politique. Si vous voulez, vous avez droit à un petit tour dans l'espace. Que pensez-vous du développement actuel des tensions internationales? Question posée en 2016. Hein. Qu'est-ce qui pourrait les détendre? Elles sont planifiées pour provoquer des rivalités frontalières entre les nations auparavant alliées. Détente, pour obtenir une détente, c'était limité à 180 caractères à l'époque. Le seul moyen d'obtenir une détente des tensions internationales, c'est la rénovation des acteurs politiques. Alors, je vous dis pas la source, hein, c'est pas la peine. Mais si, je suis obligé de dire la source, je suis con. C'est OAI 95, donc la délégation humaine située en Antarctique. Alors, les chances très faibles d'éviter ceci seraient que l'Europe et les États-Unis changent radicalement de politique. C'est ce que nous disons ici. Alors, pour changer radicalement de politique, nous on parlait de changer radicalement tous les politiciens, quoi, tous les effectifs. C'est vraiment virer tout le monde et remplacer tout le monde par des gens qui sont travailleurs, honnêtes et qui s'en vont au bout de 4 ans peut-être, qui n'ont pas d'intérêt personnel dans les décisions politiques. Vraiment, le seul moyen de s'en sortir, c'est de complètement virer tous les politiciens. C'est la seule solution. Donc lui, il en est arrivé presque au même stade de la réflexion en disant qu'il faut changer radicalement de politique. Alors, qu'est-ce que changer de politique? Les États-Unis, aucune chance. Même si Biden le décidait, le Deep State le remplacerait par un autre, encore plus fou, encore plus con. De toute façon, on a vu qu'ils n'ont pas besoin qu'ils soient très intelligents. Hein. Et en Europe, et là on arrive à... Si Le Pen était élu et tenait sa promesse de quitter l'OTAN, je souligne, alors les chances d'éviter la guerre seraient réelles. Bien que l'importance de la France dans l'OTAN soit loin d'être primordiale,
Ceci pourrait créer une onde de choc au sein des pays européens les moins soumis aux Américains. S'il ne reste finalement plus que les soumis, donc l'Allemagne, Pologne et Pays-Baltes, pour bien vouloir obéir à Washington et attaquer la Russie, cela changerait radicalement la situation et ça leur mettrait une pression phénoménale. Et si jamais, encore pire, la Pologne s'en va, non, ça c'est pas tout de suite parce qu'ils sont vraiment terribles. Mais si les pays baltes sortent du truc et que l'Allemagne commence à dire non, mais nous on peut pas, on se casse, il restera que la Pologne. Et là, ça sera réglé en 3 secondes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc la question elle est là, hein. Si Le Pen est élu et on sort de l'OTAN, on sauve le monde, littéralement. Seules 2 choses sont certaines. La Russie se bat pour son existence même et elle ne reculera pas. Et en ce cas, s'il y a une guerre contre l'OTAN, la Russie ne laissera pas intact le territoire des États-Unis, non plus. Parce que l'Europe, c'est quasiment certain que ça va gicler. Mais je vois bien venir le missile hypersonique s'abattre directement sur Washington et régler le problème d'une traite. Mais comme on l'a dit, ce sera une autre histoire. Et là donc on peut faire un petit tour pour finir rapidement sur cet article de Alastair Crooke. À travers l'Ukraine, l'Occident peut-il utiliser la guerre pour enrayer son déclin et le passage vers un nouvel ordre monétaire international? Dites-moi merci parce que j'ai remis le titre originel ici parce que la traduction elle l'avait un peu raccourci, mais c'était pas très compréhensible du coup. Cet article est très intéressant parce qu'il permet de faire un retour sur l'ensemble des choses qu'on a vues de façon synthétique. Donc ça permet d'avoir une vue globale rapidement, c'est ce que j'explique dans mes tweets. Si quelqu'un ne connaît rien, n'a rien de rien, comme d'habitude, ils peuvent au moins commencer par là, et ça leur mettra le pied à l'étrier. Et donc l'article, si tu veux le trouver, c'est au numéro 208-304. Et le précédent, c'était, je te le donnais le numéro à chaque fois, parce que sinon, c'est un 6, pardon. C'est 206-314 et 206-304. Voilà. Parfois, les changements révolutionnaires s'insinuent furtivement en nous. Nous ne prenons conscience de la rupture majeure que lorsque nous la remarquons dans le rétroviseur. Et oui, ça s'appelle le recul historique, c'est ce qui permet de voir comment et où on était. Et c'est particulièrement vrai lorsque ceux qui ont appuyé sur la gâchette en premier n'apprécient pas pleinement eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Ça c'est tout le style de Alastair Crooke. Mais la première remarque est vachement importante parce que nous, notre intérêt c'est de comprendre où on est et ce qu'on fait et d'avoir immédiatement le recul historique sur notre position réelle actuelle. Et ça c'est un exercice qu'on ne peut confier qu'aux personnes qui sont des élites intellectuelles, qui sont telles que lui par exemple, et les analystes qu'on n'arrête pas de référencer, c'est à eux qu'il faut se fier pour savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Parce que si on écoute les 1000 people qui donnent leur opinion, c'est bon, c'est comme se promener dans un bar le soir, quoi. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Dans un mouvement de préjugés instinctifs, quelques membres de l'équipe Biden ont décidé de tirer parti de leur plan pour faire chuter la valeur du rouble, et donc ont eu recours à la ruse, super ruse, qui consistait à saisir les réserves en dollars, en euros et en bons des trésors de la Banque centrale de Russie. Alors là, tu vois, il doit te faire un résumé de toute la situation, comment on en est arrivé là. Ce qui a suivi, donc, par inadvertance, a lancé le système financier occidental dans sa chute progressive. Les Faucons de Washington ont stupidement déclenché un conflit avec le seul pays, la Russie, qui possède les matières premières nécessaires pour leur plan. Et ce qui a déclenché au passage la création d'un nouveau système monétaire. Sujet de notre étude à long terme. Parce qu'on a été vraiment les premiers, hein. Après les gens vont commencer à en parler de plus en plus et donc c'est vraiment un sujet à long terme. Alors, cet événement monétaire va-t-il également modifier la dynamique géopolitique?
Oui, bah oui. Excusez-moi. On l'a vu hier dans un truc, dans l'article, je sais plus de qui d'ailleurs, ah, de Alastair MacLeod, son copain. Il expliquait que du coup, c'était plus la peine de payer les dettes publiques en dollars. Et tous les pays qui vont dans le nouveau système n'ont aucune dette par rapport à ce nouveau système. Donc on peut carrément zapper toutes les dettes de l'ancien système en dollars. Simplement en disant bah, ça n'a pas d'influence sur le fait de participer au nouveau système. Si tu es fâché avec un mec qui est ruiné, bah, il est ruiné, c'est tout. Et donc il explique un truc intéressant, parce qu'il ajoute une nouvelle étape à la réaction russe. C'est là qu'intervient la tournure machiavélique, en jouant sur les deux tableaux d'équation. Alors d'abord en liant le rouble à l'or, puis... Alors au début, ils avaient demandé à être payés en rouble. Ensuite, ils ont lié le rouble à l'or. Donc c'est ça, hein. Puis en liant le paiement énergétique au rouble. La Banque de Russie modifie fondamentalement l'ensemble des hypothèses de travail du système commercial mondial, c'est-à-dire qu'en remplaçant les dollars fiduciaires nominaux par une monnaie solide adossée aux matières premières. Et donc c'est ça, hein, le nouveau système. Euh, mais attention, la Banque centrale de Russie a fait deux choses d'importance géostratégique. Elle a à la fois ajouté un plancher de prix, ça c'est ce qu'on a vu, et deuxièmement, moins remarqué, ce qu'on n'avait pas vu, elle en a supprimé un autre plancher de prix. La banque a ajouté un plancher de prix à l'or, ok, en promettant d'acheter de l'or à un taux fixe. Cependant, en insistant sur le paiement dans sa monnaie nationale, la Russie a commencé à supprimer le plancher imposé par les États-Unis en 1971 au prix du dollar, en obligeant les pays du monde entier à vendre leur monnaie nationale. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, ce qui les a affaiblis pour acheter des dollars. Ok, parce qu'il y avait ce prix plancher. En bref, le porte-parole russe, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie procéderait avec prudence. Cette décision rompt en fait la surévaluation structurelle accordée au dollar. Donc pour de la prudence, c'est plutôt de la violence, je trouve, mais c'est la guerre, hein. Donc si tu comprends bien, les pays sont plus obligés d'affaiblir leur monnaie pour acquérir des dollars. Ils n'en ont plus rien à foutre d'acquérir des dollars. Et même leurs bons du trésor, ils peuvent les refourguer ou s'en débarrasser vite fait, tant que ça a encore un peu de valeur. Mais leurs monnaies nationales ne vont plus s'affaiblir. Donc tous les pays du monde qui vont rallier ce que j'appelle l'alliance des non-alignés vont voir leur économie progresser, s'accroître et devenir fructueuse. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est une révolution tranquille, l'or devient provisoirement la monnaie de réserve neutre en attendant le développement d'une monnaie plus large, une nouvelle monnaie internationale qui va arriver après, dans la troisième étape. Et donc, alors, c'est ça la troisième prise qui explique. Bah du coup, les prix des matières premières n'étant plus sujets aux fluctuations et aux manipulations de marché dû au dollar, et ben voilà, ce qu'il explique, ça donne un nouvel horizon à l'OPEP+, c'est-à-dire les autres pays producteurs de pétrole, qui sont réunis, qui sont quand même nombreux et peu producteurs, mais suffisamment influents. Un nouvel horizon pour eux, parce que du coup, ils peuvent contrôler leur prix, et c'est quand même vachement intéressant. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fondement de la valeur. Donc voilà l'essentiel. Si les bons du trésor et les dollars détenus par la Fed de New York sont évités, qu'est-ce qui deviendra la réserve de valeur naturelle? Eh bien, les matières premières. Alors, oui, c'est bien parce que ça fait 50 fois qu'on l'explique, mais toutes les phrases sont bonnes à prendre parce qu'elles ont toutes une formulation qui nous apporte une compréhension en plus. C'est intéressant. Pourquoi est-ce si révolutionnaire? Il faut le faire entrer. Parce que dans une ère de perturbation où l'approvisionnement et de perturbations alimentaires de guerre, l'Occident n'aura plus accès aux matières premières bon marché. C'est pas précisément pour ça que c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire parce qu'on va pouvoir avoir une stabilité économique. Et c'est vraiment une complètement nouvelle époque qui vient de commencer.
Tiens, là, il revient aussi sur le fait que Biden aurait dû prendre la peine de consulter les réserves fédérales. On avait vu précédemment qu'ils ont pu faire leur action de sanction sans en parler à personne, ce qui, d'un point de vue professionnel, est considéré comme une faute professionnelle. Quand tu es dans un bureau avec des gens qui travaillent et que tu prends une décision sans en parler à personne, t'es viré normalement, hein. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait, les gars. Et surtout pour une décision qui a ruiné totalement les États-Unis. Bravo. Donc non seulement ils ont effrayé les autres détenteurs étrangers de bons du trésor, dont la Chine qui est un énorme client, euh, lorsqu'ils ont saisi les réserves russes, mais en plus ils l'ont fait juste au moment où l'inflation intérieure américaine était en train de monter en flèche et où les obligations sont de toute façon boudées. Ouais, en gros, je t'explique, hein, ils se sont plantés d'une force. Enfin, plantés semi-volontairement, moyennement volontairement, ou en étant forcés. Alors après, je crois qu'il explique le lien avec les taux de la Fed, le fait que le Chabris des Scylla, c'est une analogie, une allégorie qui est aussi utilisée par d'autres économistes au même moment, donc ils ont la même idée, c'est marrant. Une construction financiarisée très lourde repose sur une base minuscule des garanties des matières premières et où l'administration est coincée entre Scylla, la peur de l'inflation, et Charybde, le crash boursier en cas de hausse des intérêts. Donc à la fois ils doivent monter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation, et à la fois si tu montes les taux d'intérêt, t'es dans le crash boursier. Donc le taux d'intérêt va se fixer de façon très stricte sur un médium, une médiane plutôt très précise, mais jusqu'à ce que de toute façon les murs se resserrent et qu'il n'y a plus d'autre choix que le crash total. Donc ben, le crash économique présagé par l'évolution de l'ordre monétaire mondial, la menace de l'hyperinflation, les pénuries alimentaires, les rayons vides, je te rajoute les émeutes de la faim, la pauvreté due à l'inflation, je te rajoute les suicides, la flambée des prix du chauffage et de l'essence, je te rajoute le fait qu'on puisse plus transporter l'alimentation, et aussi le chômage, l'arrêt du paiement des salaires, l'arrêt des hôpitaux, les gangs dans les rues qui du coup vont piller les appartements, donc une guerre civile assez dure quand même. Tout ça peut être inversé par une victoire américaine dans le conflit. Tu crois vraiment? Voilà, c'est ça qu'ils pensent les mecs. Alors c'est que Butcha, avec c'est pas comme ça qu'on l'écrit, c'est pas grave, nous dit c'est que l'Occident est dans une frénésie du tout ou rien. Alors ça tu vas voir, j'en ai tout un stock du tout ou rien. Tu vas tout de suite te référer à l'article du tout ou rien, c'est le tout ou rien, nanana, la guerre du tout ou rien, la Starkrook, c'était aussi un article de lui. Voilà, c'est ça, en fait c'est le all-in, en l'occurrence. Donc c'est un terme qui est répercuté assez souvent. Ça décrit bien la psychologie américaine extrêmement manichéiste et dualiste. En fait, c'est ça qui m'intéresse moi. C'est que à force de considérer les choses et le monde en blanc et noir, ils se mettent dans une situation eux-mêmes où bah, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit ils gagnent sur tous les tableaux, et dans ce cas, et en plus c'est con parce que dans ce cas tout le monde est ruiné, sauf eux. Donc à la fin c'est con. Soit ils perdent, mais ils perdent tout, mais vraiment tout quoi. Donc c'est vous êtes avec nous ou contre nous. C'est la rhétorique de guerre américaine classique, dualiste, et qui appartient à l'ancienne ontologie qui est occidentale et qui a totalement périclité maintenant. Aujourd'hui, on est passé à une nouvelle ontologie où on a une vision éclaircie avec un bien meilleur discernement des causes, des conséquences, de ce qui est hypothétique, de ce qui est réel, etc. Et de ce qui est mesurable, notamment de ce qui est pragmatique.
Donc voilà, c'est euh, en termes bouddhistes, ils ont la double voie qui se dédouble. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. L'intérêt de notre question aujourd'hui, du jour, c'est le désespoir de l'Occident est également révélé par le fait que l'Europe imite l'Ouroboros, c'est l'antique serpent qui se dévore la queue. Donc on est vraiment dans une boucle de renforcement, évitant délibérément les produits russes les moins chers. Bruxelles s'impose une spirale inflationniste incontrôlable et la relégation de l'Europe dans un marigot économique. Sa base manufacturière devenant totalement non compétitive en raison des coûts énergétiques. De toute manière, ils peuvent plus rien faire et ils peuvent plus rien acheter. Enfin, c'est nous surtout. Et donc, nous avons comme seule voie de sortie, en fait, alors le président du Conseil Atlantique, un idéologue de l'unipolarité dans le genre, a écrit la semaine dernière qu'une victoire ukrainienne. Donc, des fois, les mecs, ils te disent des trucs annoncés comme mal, mais en fait, qui sont bien. Donc, c'est toujours intéressant de lire tout le monde. Hein. Avec une victoire ukrainienne, avec un Occident fort uni derrière elle, ça obligerait à repenser l'engagement et la compétence des États-Unis et à changer la trajectoire de la politique étrangère. Ce qui n'est pas de bol, parce que c'est précisément ce qui se passe aussi s'ils perdent. La question n'est pas de savoir ce que serait le nouvel ordre mondial, mais plutôt de savoir si les États-Unis et leurs alliés peuvent, grâce à l'Ukraine, inverser l'érosion des acquis du siècle dernier. Ça, ils peuvent toujours rêver. Ce qui constituerait un premier pas vers l'établissement du premier ordre véritablement global. Alors voilà, leur rêve en fait, c'est ce qui se passe à cause d'eux. C'est ouf. Et donc il finit en disant que la conclusion, enfin là où on en est, c'est que les autres pays, surtout l'Arabie Saoudite et les autres pays exportateurs, ont tout simplement refusé, ne serait-ce que de discuter avec Biden, bidon, pouvoir de répondre à ses appels téléphoniques. Et surtout, ils veulent collaborer avec la Russie maintenant. Donc d'une manière ou d'une autre, les plaques géopolitiques sont déplacées. Un dirigeant régional l'a résumé succinctement. À la suite de l'initiative russe sur le rouble, nous ne craignons plus les sanctions. Nous avons vu que d'autres pays vont survivre. Tiens, je te l'avais mis là, la guerre du tout ou rien. Et pareil pour l'article précédent, je t'ai mis un lien vers mon article que tu peux lire aussi, c'est le 206-275. Alors là, c'est vraiment une. Au départ, je fais une approche philosophique, le sens de la mesure. C'est comment ça marche la philosophie, comment on fait pour prendre une décision, pour faire un choix libre, et comment marche la balance de la raison, qu'est-ce qu'on met dans la balance de la raison, comment est-ce qu'on étalonne et évalue les choses. Ça, c'est la première partie. Ensuite, ça part sur le choix de société, et c'est là que dans la catégorie l'avenir du monde, la balance de la raison et la dimension politique, j'en arrive littéralement à la vassalité contre autodétermination. C'est la question que lui il nous a expliqué ici textuellement. Si Le Pen était élu et tenait sa promesse de quitter l'OTAN, alors les chances d'éviter la guerre seraient réelles, etc. C'est exactement ce que j'explique ici. Le camp Macron, c'est la vassalité à l'Union Européenne, à l'OTAN et aux États-Unis, et un plan qui est décidément invasif à tous les niveaux. Il prône l'ingérence, il prône la violation des droits de l'homme, il prône tout ce qui est de mal, il développe le nazisme, et ainsi de suite. Et le parti national de Marine Le Pen prône l'autodétermination, ce qui de facto nous plonge dans l'alliance multipolaire, et donc permet, comme je l'explique ici, l'autodétermination est le moteur principal de la charte de l'ONU, des droits de l'homme et en termes généraux de la liberté d'évoluer, et d'autre part le fait de faire partie d'un ensemble plus vaste, le monde, les pays alliés. Ce qu'il y a, c'est que faire partie d'un ensemble vaste et avoir son autodétermination est un paradoxe en fait. Mais la résolution de ce paradoxe est, et je vais finir là-dessus, la résolution de ce paradoxe entre l'autodétermination et le fait de faire partie d'une alliance plus grande est là où le changement de paradigme
élémentaire et vital que nous devons commettre si nous voulons survivre. Merci.